Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce léger retard, émission Wall Street Insider. On va faire vite cet après-midi. Quel est le programme? On va passer en vue déjà les métaux précieux. Ça fait plusieurs séances qu'on vous en parle. C'est une stratégie d'achat qui porte ses fruits. Adrien vous rappelait que l'argent surperforme et en effet c'est le métal précieux le plus intéressant. On va les passer en vue en donner 4 heures. Je pense qu'on peut se concentrer aussi sur la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et donc les paires de devises en dollars néo-zélandais, puisque c'est quelque chose qui se joue ce soir à 21h avec une hausse de la volatilité attendue en fin de session américaine, donc entre 21h et 22h. Sur ces paires de devises, nous évoquerons le cas du NZD-USD, de l'Euro-NZD, du GBP-NZD ou encore de la UD-NZD. Très rapidement, mais vraiment très rapidement, nous reviendrons sur une décision de politique monétaire qui est attendue demain, qui est celle de la Russie, simplement pour recadrer, rappeler ce qu'elle a fait ces dernières semaines, sans proposer de stratégie de trading, mais peut-être en rappelant la possibilité que cela peut créer quelque chose sur la tendance du taux de change du rouble sur le marché des changes. Et enfin, comme d'habitude, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors, et oui, donc vous avez sous les yeux l'avertissement légal, donc je pense que là vous avez eu le temps de le lire. J'espère que le son fonctionne normalement et vous êtes donc en train d'assister à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gagne pour vous servir. Donc ça fonctionne normalement, le son et l'image. Première question que je me pose, que penser de cette séance très particulière des indices boursiers mardi, donc hier? Vous avez sous les yeux non pas nos CFD, mais vous avez le marché cash. Alors c'est le site TradingView avec qui nous travaillons ici qui est utilisé pour vous rappeler qu'hier les marchés actions européens ont ouvert des gaps baissiers. Alors se pose naturellement la question de la nature de ces gaps. S'agit-il d'un gap de rupture et donc donnant le point de départ à une forte tendance baissière, à l'image de 3 mouvements correctifs que nous avons connus cette année, ou s'agit-il de quelque chose d'assez commun qui peut être comblé rapidement? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes actuellement en train de vivre cette fameuse seconde semaine du mois de décembre qui est généralement la plus défavorable. Donc pour le moment, le marché respecte d'une certaine façon sa saisonnalité. Il ne faut pas se précipiter. Il y a un certain nombre de signaux de vente qui ont été donnés. Vous avez notamment ici l'indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours sur le CAC et sur le DAX. Et on a fait un certain nombre de cassures. Alors, clairement, tant que ces marchés actions européens se maintiennent sous les gaps ouverts hier, il y a clairement un risque sur ces marchés actions. Par contre, ce qui serait positif, c'est de voir ces gaps rapidement comblés. Et dans ce cas, nous n'aurions eu qu'un petit signal d'alerte. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Autant vous dire que je n'ai pas la réponse. J'aurai la réponse si, par exemple, les niveaux de support cassaient. Et notamment les fameux 4240 points ici sur le marché actions parisien. Alors, je vous ai préparé le même graphique sur l'indice allemand DAX 30. Il s'agit donc de l'indice cash, proposé donc ici en utilisant le site TradingView avec qui nous sommes partenaires. Vous avez notamment l'indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours, en tout cas qui vous rappelle que le DAX approche d'un point de contact avec cette MM 20 jours. Le DAX, il est difficile de vous répondre. Ce qui est certain, c'est que nous avons ouvert un gap baissier sous les sommets historiques. Mais le marché revient donc violemment au contact de la partie basse d'un canal de hausse en place depuis le 16 octobre et au contact de la partie basse d'une formation chartiste en porte-voie dont d'ailleurs je visais la partie basse depuis le début de la semaine. Un objectif de cours à 9790 points a donc été d'ailleurs atteint. Alors maintenant se pose naturellement la question du traitement de ce gap, quelle en est sa nature et surtout doit-on tenter quelque chose sur les niveaux de support testés par les marchés actions européens. D'un point de vue, je dirais, technique, un niveau de support peut être tentant. Cependant, je pense que c'est une semaine où il faut, d'une part, se montrer prudent, tant sur les paires en yens que sur les marchés actions. Quitte à, la semaine prochaine, faire un point et envisager quelque chose qui permettrait de profiter de cette, en général, inertie haussière qui voit le jour lors de la dernière quinzaine. Mais nous ne sommes actuellement pas encore dans la dernière quinzaine du mois. Alors, voilà donc où en sont actuellement les indices cash, ceux qui ne sont donc pas la cotation de nos CFD. Alors maintenant, je vais justement revenir sur nos CFD, qui ne permettent pas de visualiser ces gaps baissiers. Cependant, j'ai pris le soin de les représenter. Les voici. Vous avez ici le marché action allemand, cette fois-ci représenté par le CFD GER 30.
J'ai représenté ici à l'aide de cette ligne horizontale la partie basse du gap baissier journalier qui a été ouvert hier. Il passe précisément à 9950 points. Sur le CAC 40, c'est 4340. En clair, s'il s'agit de gap de rupture, on doit considérer ces niveaux comme de fortes résistances. Et donc privilégier finalement un scénario correctif sous 9950 points sur le DAX ou encore sous 4000. Alors je me suis trompé je pense sur le CAC. 4340 naturellement, 4340. Ça passe à 4340. Et donc nous voilà finalement en pleine zone d'incertitude, car 4240 points est un niveau de support sur le CAC. Nous ne sommes pas encore dans le cadre de cette inertie de fin d'année, mais nous en approchons. Est-ce finalement une période particulière qui permettrait d'exclure le scénario d'une chute verticale? Nous sommes en droit de nous poser la question. Et au final, personne n'a de boule de cristal, il n'y a que des scénarios et des probabilités de réalisation et des points d'intervention. Ce qui est certain, c'est que 4240 points est un support, tout comme les 9790 du DAX. Si ces niveaux vous intéressent, eh bien il faudra en attendre le test pour agir, et c'était notamment le cas hier sur le DAX. Donc potentiellement, si vous tenez un long, l'idée c'est quoi? C'est de viser non pas un comblement des gaps ouverts hier, mais au moins un test de leur partie basse. Et donc envisager depuis ce matin un DAX capable de se reprendre à court terme et de revenir chercher la partie basse de ce gap baissier journalier. Voilà donc où nous en sommes. Nous avons au-dessus de nos têtes ces puissants gaps baissiers d'hier. Et donc se pose naturellement la question de leur nature. Voilà pour les marchés actions européens. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. L'Eurostoxx 50, c'est plus ou moins la même chose. Si l'IBEX ou le MIB vous intéresse, je peux évoquer le cas de figure de ces marchés. Avant de conclure l'étude de ces marchés actions, j'étudie ici le cas de l'indice S&P 500 qui, hier, en effet, nous pouvions envisager un pullback sur les précédents sommets historiques, qui se trouve ici à 2022 points. Le marché s'en est d'ailleurs approché, il s'est arrêté à 2034 points. Là aussi, c'est un marché action US, généralement, rapidement acheté. Doit-on considérer que ce marché peut encore subir une jambe et aller chercher ses précédents sommets historiques? Ou doit-on considérer hier que cette jambe de reprise, finalement, est un point bas, en vue de repartir à l'assaut des récents sommets historiques? Autant vous dire que sur les marchés actions US, je n'ai pas la réponse. Le CAC 40 me semble un mauvais véhicule pour ce qui serait un scénario d'un creux de court terme, étant donné qu'il a en son sein un point important du secteur de l'énergie qui lui est toujours pénalisé, on le sait, par la tendance baissière du prix du pétrole. Donc finalement, d'un point de vue purement spéculatif, l'idée c'était d'envisager un DAX capable d'aller chercher les 9950 points dans le cadre d'une stratégie de court terme, sachant qu'il est déconseillé cette semaine d'envisager des stratégies positives, eu égard notamment à ces données statistiques de saisonnalité. Voilà donc on est ce marché, et en ce qui concerne, vous le savez, j'ai fait le choix de m'intéresser au DAX et à la partie basse de cette formation d'élargissement sur les 9790 points, et désormais le scénario que je privilégie, c'est d'aller au moins chercher la partie basse du gap daily qui passe à 9950 points. Quant aux données de la saisonnalité, les voici, je vous rappelle que nous sommes actuellement en train de vivre cette semaine numéro 2. Vous avez ici la performance moyenne du CAC 40 sur 20 ans, et clairement cette semaine numéro 2 est extrêmement défavorable. Il ne s'agit ici que de moyenne. D'accord ? Il y a des années qui sont rigoureusement différentes du modèle schématique. Ce n'est absolument donc pas suffisant pour déployer des stratégies de trading. Mais on ne doit pas ignorer cependant que cette semaine numéro 2 est donc défavorable, et d'autre part que nous avons demain des événements importants, notamment le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne, et donc les résultats de la phase 2 du programme TLTRO de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, je vais vous indiquer un site internet qui est celui de la Banque Centrale Européenne, et qui permet en fait de consulter les résultats des précédentes opérations d'open market. Je vais vous donner donc le lien de ce site, puisque c'est ici que vous allez retrouver demain les résultats. Quelque chose qui est important, c'est de se souvenir que le 24 septembre dernier,
la demande avait été réduite à 82 milliards. 82 milliards, c'est la demande des banques commerciales auprès de la Banque Centrale Européenne. Quelle est l'échéance de ce TLTRO, un programme de financement à long terme ciblé? C'est une échéance de 4 ans, puisque vous voyez qu'elle est fixée au 26 septembre 2018. Elle se déploie donc sur une duration de 1463 jours. Ce que nous allons avoir demain, c'est la phase numéro 2 de cette ligne-là. Donc typiquement, exactement le même type d'opération et de financement donc sur une échéance de 4 années. Voilà donc en ce qui concerne les indices boursiers et ces événements-là. Maintenant, comme promis, il est temps d'envisager le cas du dollar néo-zélandais. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande est une banque centrale particulière cette année car parmi les banques centrales occidentales, c'est la seule à avoir entamé au premier semestre un cycle haussier de ses taux d'intérêt. Mais ce cycle haussier, finalement, a été interrompu. Je ne sais plus exactement s'il y a eu 3 ou 4 hausses de taux, je dirais peu importe, mais au fond, il s'est passé quelque chose au premier semestre. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui a bénéficié au dollar néo-zélandais, avant que ce dernier, finalement, entre dans un processus de dépréciation, notamment face au dollar américain. D'ailleurs, je vous rappelle que le dollar américain est la monnaie numéro 1 de cette année 2014. Trêve de blabla, on s'intéresse à des éventuelles stratégies de trading sur les paires en dollars néo-zélandais. Et je commence naturellement par celle qui m'intéresse le plus, et qui est donc la UDNZD. Je vous en parle depuis le début de la semaine. La UDNZD teste, ou va bientôt tester, peut-être ce soir d'ailleurs. C'est pourquoi je vous invite à laisser traîner un ordre d'achat limite aux alentours des 1,0740, protégé par un stop d'une cinquantaine de pips. Il me semble nécessaire de mettre un stop de protection, et d'ailleurs trop souvent je pense que la plupart des traders ne le font pas, et donc se retrouvent avec des positions parfois latentes en perte de 150 ou 200 pips. Or c'est inacceptable. Dès lors que la perte latente est si importante, le timing était juste mauvais. Il faut l'accepter et savoir passer à autre chose rapidement, en ayant encaissé une perte, mais une perte réduite par justement ce stop de protection. Parenthèse fermée. La UDNZD teste donc, ou s'apprête à tester, ce qu'on peut appeler une ligne de tendance haussière primaire. La ligne de tendance haussière primaire définit la dynamique de fond de ce marché, qui est donc une dynamique haussière depuis le 24 janvier 2014. Dans l'esprit, et c'est ce que vous montre ici les cours de clôture, nous avons une divergence haussière en cours de clôture, mais là où c'est compliqué, c'est que pour le moment, cette contradiction positive ne provoque qu'un marché latéral. Il serait nécessaire de casser à la hausse les 1,0840 pour confirmer. En tout cas, pour la Banque centrale de Nouvelle-Zélande ce soir, enfin la réserve, je m'intéresse à cette paire de devises. Mais pas seulement, il est temps d'envisager le cas de l'euro NZD, du GBP NZD et du NZD USD. Le GBP NZD m'a beaucoup intéressé, mais en fait depuis 3 semaines. Ce qui me gêne maintenant sur le GBP NZD, c'est que nous sommes davantage dans un scénario qui serait celui d'un objectif atteint. Je me suis intéressé à cette paire de devises lorsqu'elle a cassé les 2,0160 pour viser un ralliement des 2,06. Sauf que nous avons en chandelier 4 heures ici un chandelier du 9 décembre qui s'est arrêté à 2,0540. Alors, doit-on considérer que l'objectif est fait? Doit-on considérer qu'il faut désormais exclure une stratégie d'achat du GBP NZD? D'une certaine façon, je considère qu'au-dessus des 2,0250, il est encore possible que ce marché, alors je vais faire figurer le niveau horizontal, hop, il est encore possible qu'au-dessus des 2,0250, nous allions tester précisément cette oblique de tendance baissière qui passe à 2,0580. Alors, ce n'est pas ma préférée, j'ai une préférence pour la ligne de tendance haussière de fond de la UDNZD. Cependant, le GBP NZD suit une tendance haussière lui aussi primaire. Vous l'avez ici, cette ligne de tendance haussière en place depuis le mois d'avril 2013. La tendance depuis la mi-novembre, elle est aussi haussière. On a quand même fait une partie importante du chemin, mais bon, en ce qui me concerne, je pense qu'au-dessus de 2,0250,
eh bien, on peut envisager une relance dans le sens de cette tendance de court terme. Qu'en est-il de l'euro NZD? Alors, j'aimerais vous répondre, mais il faut que je trouve mon graphique, le voici. Alors, l'euro NZD, là par contre, je suis dérangé par le fait que lui a fait l'objectif. Il a rejoint cette ligne de tendance baissière en place depuis le 29 septembre 2014. Les 1,6130, c'était un objectif de cours. Alors par contre, nous avons un niveau de support qui se trouve à 1,60, mais une ligne de tendance haussière qui passe quand même en retrait. En clair, le choix que je fais, c'est de l'exclure d'une éventuelle stratégie pour ce soir, la conférence de presse du gouverneur de l'RBNZ. C'est une conférence de presse qui sera importante puisque il me semble que lors de la dernière décision de politique monétaire, il n'y avait pas eu de conférence de presse. Il y a quand même une forme d'attente, je pense, et notamment sur ce que pourrait être la suite des événements l'année prochaine, sur ce dollar néo-zélandais. Et enfin, le cas du NZD-USD. Alors, le NZD-USD est sur le court terme dans une situation particulière puisque depuis le 8 décembre, donc depuis lundi, il s'apprécie parce qu'il y a un phénomène de prise de profit assez général sur le dollar américain. Il est difficile, en amont de cette décision, de vous proposer quelque chose, sachant que la ligne de résistance descendante, je la vois en fait passer davantage à 0,7850. Mais, il y a un niveau horizontal de résistance à 0,7730. La question que vous vous posez, c'est faut-il vendre 0,7750 avant la RBNZ? Là où il est difficile de sélectionner cette stratégie de trading, c'est que on se reprend depuis le début de la semaine, depuis cette ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché. Le dollar américain est quand même sous pression cette semaine. Il pourrait le rester cette semaine, en fait, en attendant la semaine prochaine la dernière décision de politique monétaire annuelle de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est donc peut-être une semaine où il faut exclure les stratégies de vente des paires en dollars. Et donc peut-être réserver au NZD-USD le traitement d'une paire en dollars plus que le traitement d'une paire en dollars néo-zélandais. En clair, pour faire le bilan, je m'intéresse pour ce soir à l'AUD-NZD et au GBP-NZD. Voilà donc les paires de devises qui m'intéressent pour ce soir. Pour le NZD-USD, ce qui serait vraiment défavorable, c'est de voir la paire de devises recasser à la baisse 0,7660. Alors là, en effet, si on recasse à la baisse 0,7660, ce serait compliqué. Je vous invite à visiter le site de la... Alors, je vais vous donner d'ailleurs le lien. Je vous invite à visiter le site de la Reserve Bank de Nouvelle-Zélande parce qu'il est très complet, il est bien foutu, si vous me permettez l'expression, et surtout, vous accéderez aux documents en temps réel, et notamment aux documents de la décision de politique monétaire. Donc voici le site internet. Vous constatez d'ailleurs que sur ce site internet, le dernier document, la dernière communication date du 1er décembre. Il s'agit de réflexions sur 25 ans d'évolution des prix dans ce pays. Le taux directeur porte le nom du taux OCR, il est de 3,5%. Et vous avez donc ici un récapitulatif des précédentes décisions de politique monétaire. Ça fait maintenant, depuis le 24 juillet, que la RBNZ n'a pas agi. Donc, cette année, il y a eu 4 hausses de taux. Une hausse de 0,25 le 13 mars, une hausse de 0,25 le 24 avril, une hausse de 0,25 le 12 juin et une hausse de 0,25 le 24 juillet. Et donc, depuis le 24 juillet, la RBNZ a interrompu son cycle de hausse, puisqu'elle n'a pas agi le 11 septembre et elle n'a pas agi le 30 octobre. Pour ce soir, le consensus est à nouveau à une non-action. Mais honnêtement, nous verrons bien. Donc je vous invite à prendre connaissance de ce tableau qui fait la synthèse des dernières décisions de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Alors, l'étude du NZD est terminée. Maintenant, nous allons rapidement évoquer le cas de la Banque centrale de Russie. Vous avez demain, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais probablement
alors je vais regarder le calendrier, mais probablement en matinée, donc demain à 10h30. Donc j'en parle maintenant parce que j'aurai pas l'occasion d'en reparler d'ici là. Vous avez une décision de politique monétaire de la Banque centrale de Russie. L'idée c'est de ne pas trader, l'idée c'est de ne pas en déduire une stratégie trading, mais que vous ayez quand même conscience du cycle de ce qui se passe en fait depuis cette année. Depuis le mois de février dernier, il y a eu une succession de hausses de taux, puisque le taux principal est passé de 5,5 à désormais un niveau de 9,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela n'a pas permis une appréciation du rouble. Lorsque vous étudiez la dynamique de la paire USD-RUB, dans un premier temps, cela a fonctionné. Vous constatez ici qu'entre le mois de février et le mois de juillet, la paire USD-RUB s'est légèrement dépréciée avant d'exploser à la hausse. Voici où a eu lieu la dernière hausse de taux. C'était le 31 octobre. Il y a eu, mais regardez, un léger reflux avant que la tendance ne se relance. Et aujourd'hui, sur la base des cours de clôture, ce que je constate, c'est que l'USD-RUB tente d'inscrire un sommet, mais qui reste pour le moment marginal. Moi, ce que je vous invite à faire, si éventuellement vous avez des positions de trading à l'achat, c'est de prendre des bénéfices. C'est important de prendre des bénéfices, d'une part parce que on teste les récents sommets et que demain, tout est possible. C'était donc juste une parenthèse pour vous inviter à sécuriser des gains si vous détenez une position de trading sur ce marché. Dernière partie de ce webinaire, tour d'horizon donné 4 heures de toutes les autres paires de devises et avec un focus sur les métaux précieux. Les métaux précieux, nous sommes dans le vrai depuis la semaine dernière et notamment depuis le lundi 1er décembre, nous avons soupçonné le fait qu'un creux important soit inscrit, puisque nous avions eu une séance très particulière le 1er décembre. Nous avons eu un mât de hausse, une phase latérale et désormais une réplique qui a débuté hier. Ayez confiance dans la capacité de ce marché à continuer de monter. Regardez ce que fait l'argent. Il fait un micro-flat, au-dessus des 16,90 et en dessous des 17,25. 17,25, pourquoi? Parce que c'est un objectif de cours, c'est 0,618 de l'amplitude de ce mât, ici en prenant les cours de clôture. Je pense que tant que l'argent se maintient au-dessus des 16,75, il peut tout à fait progresser en direction des 18 $. Cependant, lorsqu'on atteint un objectif de cours, il faut savoir prendre des bénéfices. C'est ce que vous avez peut-être pu faire lorsque le marché a atteint 17,25. Mais gardez confiance pour le moment. L'once d'or est globalement dans une situation assez proche, mais il donne le même type de signaux. Lui aussi a atteint 1234. Lui aussi, on peut viser 1250. Mais bon, graphiquement, en effet, j'ai une préférence, tout comme d'ailleurs Adrian, sur l'argent. Alors maintenant, un petit focus rapide sur les cours du palladium. Pourquoi les cours du palladium m'intéressent? Ce que je vais vous présenter, c'est un histogramme qui représente la performance annuelle des métaux précieux. Et il s'avère que le palladium est le métal précieux le plus performant de l'année, puisqu'il s'apprécie de 14%. Donc il est dans une situation particulière parce qu'il s'est montré très étanche à l'appréciation du dollar américain depuis le début de l'été. Il y a donc eu un phénomène d'achat de ce métal précieux, probablement lié à sa réalité physique. Et il a été très résistant. Je pense qu'un signal d'achat a été donné lorsque les cours ont cassé à la hausse le niveau des 805 $. Je pense qu'il ne faut pas shorter. Et je pense que nous pouvons viser le niveau des 826 $. 826 $ d'ici la fin de l'année. L'avantage du palladium, c'est que c'est un métal qui peut finalement faire sa propre vie indépendamment des mouvements du dollar US. D'autre part, le contrat XPD-USD, vous avez la possibilité de le négocier depuis la plateforme. Tout comme les cours du XAG-USD. Donc, c'est une façon de se diversifier et aussi de chercher quelque chose d'intéressant. Stratégie d'achat au-dessus des 805 pour viser 826 $. Voilà donc qui m'intéresse. Je clôture maintenant ce point de marché sur les autres paires de devises. C'est une semaine où il faut éviter les stratégies de vente des paires en dollars, vous l'avez compris, en tout cas pour le moment.
Il y a des pré-signaux intéressants sur l'eurodoll qui donnent l'impression que ce marché sera capable de dépasser cette fameuse ligne de tendance baissière qui existe depuis le 15 octobre, qui passe d'ailleurs aux alentours des 1,2440. Je ne sais pas si ce marché parviendra à accélérer et à rejoindre les 1,2570, mais ce que je sais, c'est que cette semaine, mieux vaut éviter de vendre. Alors, demain a lieu un événement important, les résultats de la phase numéro 2 du programme TLTRO. Que s'est-il passé le 24 septembre dernier? C'est un programme qui a connu soit un succès relatif, soit un échec relatif, peu importe. Que s'est-il passé le 24 septembre? Et je vais vous montrer ce qui s'est passé le 24 septembre dernier. Eh bien, il s'avère que l'échec de la phase 1 du programme TLTRO a été générateur de baisse. Donc, il est possible que demain, qu'un échec de ce programme, à savoir une demande insuffisante, se traduise par un échec sous résistance de cette paire euro-dollar. Mais au fond, personne ne le sait. Tout dépendra d'un élément fondamental qui est donc le résultat de cette enveloppe d'argent mise à disposition des banques. Elles ont toute liberté de demander une certaine somme. Tout dépendra de leur motivation. Réponse demain matin, je crois, à suivre. J'ai un doute par contre sur l'horaire, mais en tout cas voilà, ça se jouera demain. En tout cas en septembre, cela avait plutôt créé une phase de baisse. Le GBP USD, d'un point de vue d'analyse technique, c'est assez proche de l'eurodoll, ou peut-être même du NZD USD, dans le sens où c'est vrai qu'on a tenté de casser, de faire des niveaux plus bas, on réintègre, donc on a le contre-pied. La ligne de tendance baissière en place depuis l'été 2014, elle passe à 1,5780. C'est aussi la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps H4. Est-ce que le marché peut aller chercher? J'en sais rien. Mais c'est possible. En tout cas, pour une stratégie de vente, j'attendrai ce niveau-là. Et donc pour le moment, là, je préfère laisser cette paire se reprendre. Et désormais, elle est soutenue par un niveau de support à court terme qui se trouve à 1,5650. Au-dessus des 1,5650, je ne préfère pas me mettre en face de ce mouvement de court terme, en tout cas qui pour le moment concerne la semaine. Les paires en yens, je les exclus des stratégies d'achat cette semaine. Doit-on réserver le même traitement à toutes les paires en yens? Alors là c'est une autre question, mais je pense que cette semaine oui, qu'il s'agisse de la UD yen, du GBP yen, de l'euro yen. Cette semaine, elles sont mises entre parenthèses. On verra la semaine prochaine où elles en seront. L'USD CAD, alors l'USD CAD c'est la force relative entre les $2 d'Amérique du Nord. C'est une tendance haussière mais très progressive, ça fonctionne par palier. Hier je vous invitais à vous intéresser à cette ligne de tendance haussière. C'est une paire qu'il faut mieux acheter sur support, puisque généralement les cassures ne s'accompagnent pas d'accélération. Où se trouve le niveau de support? Écoutez, comme hier, il y a quelque chose maintenant sur les 1,1390 éventuellement. Mais bon, c'est pas évident d'attraper un espèce de mouvement ascendant comme ça. Donc là, un timing, je sais pas. Après, vous tenez peut-être des positions longues. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ça monte de manière très progressive. Mais ça progresse. Bon, la UDCAD. Vous avez une résistance à 0,9570 qui peut être utilisée pour vendre. La UDCHF, résistance à 0,81 qui peut être utilisée pour vendre. La UD yen, je pense qu'on pourrait éventuellement, mais la semaine prochaine, envisager quelque chose au-dessus des 98,50. Mais cette semaine, les paires en yens ne m'intéressent pas. La UD NZD, je vous en ai parlé pour ce soir. La UD USD, pas grand chose à dire sur la UD USD, si ce n'est que on voit qu'il existe déjà une résistance à 0,8350. Ça patine sous 0,8350. Bon, cette semaine, elle ne m'intéresse pas non plus là particulièrement sur le court terme. L'euro AUD, vous aviez la possibilité ce matin de bénéficier d'une ligne de tendance haussière pour mettre en place une stratégie d'achat. Je pense que l'euro AUD et le GBP AUD ont encore du potentiel lors des prochaines semaines.
et notamment un euro AUD capable de rejoindre les 1,50. Il y a une tendance haussière qui est plutôt bien foutue depuis le 24 novembre. D'ailleurs, on a testé la ligne de tendance ce matin à 1,4840 et on a repris 80 pips. Donc l'euro AUD est plutôt pas mal pour une stratégie d'achat, autant que l'AUD CHF est toujours pas mal pour une stratégie de vente sur résistance. Donc là c'est intéressant et j'aime bien finalement ce que fait l'euro AUD là. L'euro NZD, vous avez compris que j'ai une préférence pour le GBP NZD dans le sens de cette tendance haussière depuis quelques semaines. L'euro CHF, l'euro CHF, je pense qu'on en a quand même assez parlé, vous connaissez le topo, c'est pas la peine d'en remettre une couche. Le GBP CHF et l'euro GBP, c'est devenu quelque chose de latéral, difficile à exploiter. Donc là, pas grand chose à dire finalement dessus, c'est un peu comme hier. Le NZD Yen, c'est une paire en yen, elle ne m'intéresse pas cette semaine. Les marchés actions US, je vous en ai parlé tout à l'heure, et le risque de voir le SP500 faire un pullback sur ses précédents sommets annuels à 2022 points, ce qu'il a tenté de faire hier, et ce qu'il est peut-être en train de faire. Et enfin, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, je pense que je n'ai rien oublié, donc maintenant je vais passer en revue vos questions. Alors, bonjour Ludo. Donc, vous nous proposez un scénario Elliott sur les cours du pétrole avec une cible à 37 $. Donc, j'imagine que ça se défend. Moi, je rappelle simplement aux auditeurs que le niveau des 37 $ est le point bas de l'année 2008 et un seuil au-dessus duquel le marché à l'époque avait réalisé un creux. Sauf qu'on n'y est pas encore, on verra bien. Les fondamentaux ne semblent pas encore réunis pour permettre au prix de ce marché de se stabiliser. D'ailleurs, sur le marché des matières premières, le pétrole est l'actif qui a la performance négative la plus forte. Les matières premières sont globalement pénalisées en 2014 et le pétrole l'est tout particulièrement. C'est le flop, si vous voulez, le flop annuel sur le marché des matières premières. Et ça va probablement continuer ces prochaines semaines. Alors Laurent, eh bien merci. Donc vous avez pris vos bénéfices sur le titre Orange et vous êtes satisfait. Eh bien écoutez, de rien. Disons qu'en fait ce que j'essaye de faire, c'est un peu l'amorce de ce qui pourra être notre travail en 2015, puisque nous envisageons de lancer une offre en action. Donc on commence à en assurer le suivi de manière très à la marge pour l'instant, mais ça va se renforcer. Alors il y a beaucoup de questions sur le dollar néo-zélandais. Malheureusement, je ne suis pas dans la tête et ni membre de cette banque centrale, ni dans la tête du gouverneur. Donc je vous ai livré deux scénarios techniques sur l'AUD NZD et le GBP NZD. On verra bien ce soir. Si après ce genre d'événement monétaire vous effraie, ne faites rien. Prenons connaissance du communiqué de presse, des perspectives, et demain, mettons en place des stratégies de trading. Vous avez aussi cette façon de faire qui est tout à fait possible. Voilà, donc écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous remercie d'avoir assisté à ce point de marché. Vous avez un webinaire tout à l'heure à 18 h comme d'habitude. Et demain, donc, les émissions habituelles. Demain, il faut être présent. C'est la journée fondamentale de la semaine. Il y a tout demain. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et ça ne manquera pas d'influencer tous les actifs financiers. Et ce soir, la RBNZ. Merci à tous et à demain.